La pluie fouettait la fenêtre tandis que Lily, 7 ans, se recroquevillait dans le coin sombre de la cabane abandonnée de la forêt, ses petits bras enveloppant protecteurs un paquet tremblant de fourrure rousse. Des faisceaux de lampes torchées fendaient l'obscurité, dansant entre les arbres tandis que des voix l'appelaient « Lily Morgan ». Le faisceau lumineux balaya la fenêtre crasseuse de la cabane et elle se pressa plus profondément dans l'ombre, son cœur battant comme les ailes d'un oiseau piégé. « Ils ne peuvent pas t'emmener » murmura-t-elle à l'oreille pointue de Rusty. « Je ne les laisserai pas », la créature leva les yeux vers elle avec ses yeux ambrés intelligents qui avaient capturé son cœur dès l'instant où elle l'avait trouvé grelottant sous la pluie il y a exactement 1 an, jour pour jour. Cette nuit-là, elle avait été certaine d'avoir sauvé un chiot berger allemand, mais maintenant la vérité planait entre eux comme un gouffre infranchissable. La porte de la cabane grinça en s'ouvrant, envoyant un rayon de lumière à travers le sol poussiéreux. Lily retint son souffle tandis que des pas lourds entraient. Elle serra Rusty plus fort, sentant son rythme cardiaque rapide contre le sien. « S'il te plaît » pria-t-elle silencieusement, les larmes lui montant aux yeux. « S'il te plaît, ne le laisse pas enlever mon meilleur ami juste parce qu'il n'est pas ce qu'il pensait qu'il était. » Continuons l'histoire. Dans la petite ville de Ogden, nichée contre les contreforts des Appalaches, Lily Morgan, 7 ans, vivait avec son père dans une maison modeste à la lisière de la forêt de Whispering Pine. Lily n'était pas comme les autres enfants de son âge. Diagnostiquée avec un trouble du spectre autistique à 4 ans, elle vivait dans un monde en partie le sien, où les mots étaient difficiles et le contact visuel encore plus. Ses cheveux roux cuivrés et son visage couvert de taches de rousseur, si semblables à ceux de sa mère, étaient souvent penchés vers le bas, fixés sur le motif de ses chaussures ou la texture de tout objet qui avait capté son attention. Depuis le décès de Sarah Morgan dans un accident de voiture il y a un peu plus d'1 an, Lily s'était repliée davantage sur elle-même, parlant rarement et seulement en cas d'absolue nécessité. L'anniversaire de la mort de sa mère venait de passer hier, marqué par Lily plaçant une seule fleur sauvage sur la table de la cuisine, une tradition qu'elle avait commencée seule et qui brisait le cœur de son père à chaque fois. Robert Morgan, vétérinaire respecté à la clinique animale de Ogden, était un homme partagé entre le chagrin et le devoir. À 42 ans, les rides autour de ses yeux s'étaient considérablement creusées au cours de l'année écoulée, ses cheveux autrefois entièrement bruns, maintenant parsemés de gris aux tempes. Il passait ses journées à soigner les animaux de compagnie bien-aimés de la ville, tandis que ses soirées étaient consacrées à essayer d'atteindre sa fille de plus en plus distante. La photographie encadrée sur son bureau montrait une époque plus heureuse, Robert, Sarah et une Lily de 3 ans riant au bord du lac, avant le diagnostic, avant l'accident. Malgré sa connaissance professionnelle du comportement animal, Robert se sentait de plus en plus déconcerté par les besoins complexes de sa fille, dont les thérapeutes fournissaient des stratégies qui fonctionnaient parfois et parfois non. L'exemplaire usé de « comprendre l'autisme » sur sa table de chevet était corné et surligné, un témoignage de sa détermination à combler le fossé entre eux. Ogden elle-même était en train de changer autour d'eux. La ville autrefois endormie de 5000 habitants subissait la pression de promoteurs immobiliers qui voyaient un potentiel dans son emplacement pittoresque. La forêt qui bordait la propriété des Morgan, où des générations d'enfants locaux avaient joué, était maintenant marquée de piquets d'arpenteurs et menacée par un projet de construction de logements de luxe. La ville s'était divisée en factions, ceux qui accueillaient le progrès et la croissance économique potentielle et ceux qui se battaient pour préserver la beauté naturelle et l'habitat faunique qui rendait Ogden spécial. Dans cette atmosphère de changement et de conflit, la lutte silencieuse de la famille Morgan continuait, en grande partie inaperçue par les voisins, trop préoccupés par leurs propres soucis pour remarquer les batailles silencieuses menées derrière la porte bleue de la petite maison à la lisière des bois. L'anniversaire de la mort de Sarah Morgan avait été marqué par un silence inhabituel, même pour le foyer Morgan. Robert avait pris un jour de congé, espérant passer un moment de guérison avec Lily, mais elle était restée dans sa chambre pendant la majeure partie de la journée, n'émergeant que pour les repas et pour placer sa fleur sauvage habituelle sur la table de la cuisine. À l'approche du soir, des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, reflétant l'humeur sombre de Robert. La météo avait annoncé de violents orages et, à l'heure du dîner, les premiers grondements lointains pouvaient être entendus. « Des orages arrivent, Lilypad », dit Robert en plaçant devant sa fille un sandwich au fromage grillé coupé en triangles précis comme elle le préférait. « Nous pourrions perdre le courant ce soir. » Lily acquiesça presque imperceptiblement, ses doigts traçant le bord de son assiette selon ce motif circulaire familier. Après le dîner, Robert alluma les bougies de secours et plaça des lampes torchées à des endroits stratégiques dans toute la maison, une routine qu'ils avaient perfectionnée lors des pannes de courant précédentes. À 20h, l'orage était arrivé avec toute sa force, la pluie martelant les fenêtres tandis que les éclairs illuminaient le ciel en brillants éclairs, suivis d'un tonnerre qui secoua la petite maison.
Robert était en train de vérifier l'application météo sur son téléphone lorsqu'il réalisa que Lily n'était plus dans le salon. « Lily » appela-t-il avec une note d'inquiétude dans sa voix. Quand il n'y eut pas de réponse, il se leva rapidement, vérifiant sa chambre, la salle de bain et enfin la cuisine, où il trouva la porte arrière légèrement entr'ouverte, la pluie éclaboussant sur le sol carrelé. Son cœur battant la chamade, Robert attrapa une lampe torche et se précipita dehors, appelant son nom. La pluie trempa sa chemise instantanément tandis qu'un éclair fendait le ciel, illuminant brièvement la cour et la lisière des bois. Au-delà, près du vieux chêne, se tenait Lily, sa chemise de nuit déjà trempée, regardant fixement quelque chose sur le sol. « Lily » cria Robert par-dessus l'orage, pataugeant dans les flaques pour la rejoindre. « Que fais-tu dehors ? C'est dangereux. » Alors qu'il s'approchait, Lily se tourna vers lui, son expression plus animée qu'il ne l'avait vue depuis des mois. Elle pointa du doigt le sol où quelque chose de petit et de sombre gisait blotti contre le tronc de l'arbre. Elle dit l'un des rares mots qu'elle utilisait régulièrement, « aide-le ». Robert dirigea sa lampe torche vers le bas, révélant ce qui semblait être un petit chiot, sa fourrure si mouillée qu'il était difficile de discerner sa couleur ou sa race. La créature tremblait violemment, émettant de pitoyables gémissements qui touchèrent la corde sensible de Robert, malgré son inquiétude de voir Lily dehors dans l'orage. « C'est un chiot berger allemand, papa » dit Lily, formant la phrase la plus longue que Robert avait entendue de sa bouche depuis des semaines. La surprise d'entendre sa fille parler si clairement éclipsa momentanément son inquiétude concernant l'orage. « Rentrons tous les deux, » répondit doucement Robert, ramassant l'animal tremblant. Il était étonnamment léger, tenant facilement dans une main, tandis qu'il utilisait son autre bras pour guider Lily vers la maison. À l'intérieur, Lily courut immédiatement chercher des serviettes tandis que Robert examinait le chiot dans la cuisine. C'était en effet assez petit pour être un nouveau-né berger allemand, bien que quelque chose dans ses traits du visage le frappât comme inhabituel, peut-être un mélange d'une sorte. Ses yeux étaient encore partiellement fermés et ses oreilles semblaient disproportionnellement grandes pour sa tête. « Pouvons-nous le garder » demanda Lily, sa voix claire et directe, alors qu'elle tendait une serviette propre à Robert. La question et le contact visuel direct qui l'accompagnait stupéfièrent Robert. C'était la plus engagée qu'il avait vue Lily depuis avant la mort de Sarah. « Il appartient peut-être à quelqu'un, Lily Pad, dit doucement Robert, séchant soigneusement la minuscule créature. Et nous ne savons pas s'il est blessé ou malade. »« Rusty, dit Lily avec décision, pointant du doigt la fourrure du chiot qui commençait à sécher, révélant une teinte brun rougeâtre. « Il s'appelle Rusty. » Robert ne put s'empêcher de sourire devant la rare démonstration d'assurance de sa fille. « Ok, nous l'appellerons Rusty pour l'instant, » concéda-t-il, mais seulement jusqu'à ce que nous puissions trouver ses propriétaires ou le faire examiner, d'accord ? Lily acquiesça, son attention entièrement concentrée sur le chiot, qui avait commencé à émettre de petits bruits de pépiment inhabituels alors qu'il se réchauffait. Robert enveloppa Rusty dans une couverture douce et prépara un lit de fortune dans une boîte en carton garnie d'un coussin chauffant, réglé sur faible. « Il a faim » observa Lily alors que le chiot commençait à se blottir contre sa main. S'appuyant sur ses connaissances vétérinaires, Robert prépara du lait concentré dilué dans un petit biberon destiné au chaton. À sa grande surprise, Lily prit immédiatement le relais de l'alimentation, faisant preuve d'une patience douce dont il n'avait pas été témoin auparavant. Son inconfort sensoriel habituel sembla oublié alors qu'elle tenait le chiot qui se tortillait, guidant la tétine vers sa bouche. Cette nuit-là, après avoir installé Rusty dans sa boîte dans la cuisine, Robert borda Lily dans son lit pour la première fois depuis 1 an. Elle leva les yeux vers lui avec des yeux clairs et dit « Bonne nuit, papa ». Robert resta dans le couloir après cela, écoutant l'orage s'éloigner au loin, son esprit tourbillonnant d'émotions. Quelque chose avait changé ce soir. Son jugement professionnel lui disait qu'il ne pouvait pas garder un chiot errant en permanence. Il avait besoin d'une évaluation appropriée, de vaccination et ses propriétaires pourraient être à sa recherche, mais le cœur de son père avait vu la première étincelle de son ancienne Lily revenir et il n'était pas sûr d'avoir la force de l'éteindre. Dans la cuisine, Rusty fit à nouveau ce bruit de pépiment étrange, un bruit qui ne correspondait pas tout à fait à celui d'un chiot que Robert avait traité au cours de ses 15 années de vétérinaire, mais dans son épuisement et son état émotionnel, il écarta la pensée. Demain serait bien assez tôt pour trouver ce qu'il fallait faire de leur visiteur inattendu. La semaine suivante apporta des changements significatifs au foyer Morgan. Robert avait emmené Rusty à la clinique pour un examen approprié, s'attendant à afficher ensuite des avis de chiots trouvés dans toute la ville, mais quand personne ne réclama la petite créature et que l'attachement de Lily devint plus évident de jour en jour, Robert se retrouva à reporter l'inévitable.
Chaque soir, il rentrait à la maison pour trouver Lily assise les jambes croisées sur le sol du salon, parlant doucement à Rusty dans des phrases complètes qu'elle utilisait rarement avec quelqu'un d'autre. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Robert ne pouvait ignorer les comportements de plus en plus inhabituels affichés par Rusty. Un mercredi matin, Robert se réveilla en entendant Lily glousser, un son si rare qu'il le tira immédiatement du lit. Dans la cuisine, Lily pointa du doigt le coin où Rusty avait créé une étrange collection. Des croquettes de sa gamelle étaient méticuleusement cachées derrière le réfrigérateur, entassées dans l'espace entre la cuisinière et le comptoir, et même glissées dans les plis des rideaux de la cuisine. Il garde son petit déjeuner pour plus tard, expliqua Lily avec une clarté inhabituelle, comme si ce comportement était parfaitement normal. Plus tard dans la soirée, tout en examinant les dossiers des patients à la table de la cuisine, Robert remarqua Rusty en train d'observer un papillon de nuit qui était entré par la fenêtre ouverte. Le chiot traqua l'insecte avec une grâce qui semblait étrangement familière, mais déplacée, son corps bas sur le sol, la tête parfaitement immobile, avant de bondir avec une précision étonnante. Ce n'était pas le coup maladroit d'un chiot, mais l'attaque calculée d'un prédateur différent. « Lily, Rusty a-t-il fait des bruits d'aboiement » demanda Robert avec désinvolture le lendemain matin en préparant le petit déjeuner. Lily secoua la tête. « Il parle comme ça » répondit-elle, puis produisit un pépiment aigu qui fit froid dans le dos à Robert. C'était la même vocalisation inhabituelle qu'il avait entendue de la boîte en carton de Rusty la nuit, un son qu'aucun chiot berger allemand ne devrait émettre. Ce week-end-là, Robert observa Rusty plus attentivement. Le chiot se déplaçait maintenant avec une agilité surprenante, escaladant le dos du canapé et s'équilibrant le long de son bord étroit comme un funambule. Son visage s'était légèrement allongé et ses oreilles, plus grandes que jamais, suivaient chaque son avec des mouvements indépendants. Le plus révélateur était sa queue, qui était devenue de plus en plus touffue et semblait envelopper son corps lorsqu'il dormait en boule serrée, contrairement à toute race de chien que Robert avait jamais traité. Un dimanche soir, Robert se retrouva à faire défiler des sites web d'identification de la faune sur sa tablette, une suspicion croissante prenant forme dans son esprit. Plus il comparait de photos, plus sa formation professionnelle surmontait ses vœux pieux. Le museau allongé de Rusty, les yeux légèrement en amande, les schémas de mouvements distinctifs, le comportement de stockage de nourriture et surtout ses vocalisations pointaient tous vers une conclusion que Robert n'était pas prêt à accepter. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, fermant rapidement la tablette. Quand Lily entra dans le salon en pyjama un lundi matin, Robert appela sa collègue la plus fiable à la clinique, Margaret. « J'ai besoin de ton avis sur quelque chose d'inhabituel », dit-il après avoir expliqué la situation. « Je veux faire des tests ADN, mais je voulais un deuxième avis d'abord. » Cet après-midi-là, Margaret examina Rusty attentivement dans le bureau privé de Robert, à l'écart des autres clients. Son expression devint de plus en plus sérieuse tandis qu'elle vérifiait les dents, la structure des pattes et la morphologie générale de la créature. « Robert, dit-elle finalement en reposant Rusty sur la table d'examen. Je pense que tu sais déjà ce que je vais dire. Ce n'est pas un chiot berger allemand. Ce n'est pas un chien d'aucune sorte. Je sais, admit Robert, sa voix à peine audible. C'est un renardeau, n'est-ce pas? Margaret acquiesça, ses yeux compatissants, mais son ton professionnel. Un renard roux, je dirais. Probablement seulement quelques semaines. Quand tu l'as trouvé, l'orage l'a peut-être séparé de sa mère. Robert passa une main dans ses cheveux, son esprit s'emballant. Je le soupçonnais depuis des jours, mais Lily, elle est tellement attachée, elle parle à nouveau, Margaret, des phrases complètes, un contact visuel direct, c'est comme si Rusty avait débloqué quelque chose en elle qui était fermé depuis la mort de Sarah. Je comprends, dit doucement Margaret, mais tu sais aussi bien que moi que garder un renard sauvage comme animal de compagnie est illégal dans cet état. Il y a de bonnes raisons à ces lois. Ok, fais le test ADN pour confirmer, dit Robert, prélevant déjà un frottis buccal sur Rusty, étonnamment coopératif. Peut-être qu'il est un mélange ou une race de renard domestique. Il doit y avoir une explication qui ne se termine pas en l'enlevant à Lily. Les 3 jours suivants furent les plus longs de la vie de Robert. Il se surprit à observer Lily et Rusty ensemble avec une nouvelle conscience, voyant clairement ce qu'il avait nié inconsciemment. Rusty ne bougeait pas comme un chien, ses mouvements étant plus fluides et calculés. Il préférait se cacher sous les meubles plutôt que de s'allonger dans des espaces ouverts. Il sursautait aux aboiements des chiens à la télévision et quand Lily l'emmenait dans la cour, il fixait les oiseaux avec une intensité qu'aucun chiot ne maintiendrait. « Papa, Rusty veut grimper à l'arbre », l'informa Lily avec désinvolture un mercredi soir alors que le renardeau se tenait sur ses pattes arrière contre le tronc du chêne,
les griffes s'enfonçant dans l'écorce. Robert se contenta d'acquiescer, la gorge serrée par la connaissance de ce que les résultats ADN allaient confirmer. Un jeudi matin, l'email arriva. Robert l'ouvrit dans son bureau, la porte fermée à clé. Les résultats étaient sans ambiguïté, 100% vulpe, renard roux, pas d'ADN de chien du tout. Le cœur lourd, Robert commença à faire des recherches sur les centres de réhabilitation de la faune et les ramifications légales de la garde accidentelle d'un animal sauvage. Les lois étaient claires et strictes, garder un renard sans permis approprié était un délit mineur passible de lourdes amendes. Mais plus important encore, les autorités chargées de la faune pouvaient et confisqueraient Rusty immédiatement après sa découverte. Même avec les références vétérinaires de Robert, il n'y avait pas d'exception facile. Alors que Robert rentrait chez lui ce soir-là, son esprit s'emballait de solutions possibles. Pouvait-il demander une licence spéciale de réhabilitation de la faune? Pouvait-il prétendre que Rusty était trop imprégné des humains pour être relâché? Chaque voie semblait mener à la même conclusion, Rusty ne pouvait légalement pas rester avec lui. En se garant dans l'allée, Robert se prépara à ce qui pourrait être la conversation la plus difficile de sa vie. Comment pourrait-il expliquer à Lily, qui avait déjà tant perdu, que la créature qui l'avait aidé à retrouver sa voie n'était pas ce qu'il pensait et ne pouvait pas rester? Il trouva Lily et Rusty à leur endroit habituel sur le sol du salon. Lily lisait à voix haute son livre d'images, un autre nouveau développement qui avait ravi ses professeurs, tandis que Rusty était assis attentivement à côté d'elle, ses yeux intelligents fixés sur les pages colorées comme s'il comprenait chaque mot. « Lily » commença Robert, sa voix se brisant légèrement. « Nous devons parler de Rusty. » Lily leva les yeux, son expression ouverte et engagée d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis plus d'1 an. « Ce n'est pas vraiment un chien, n'est-ce pas papa ?» demanda-t-elle avec une clarté inattendue. « Il est spécial. » Robert s'assit lourdement sur le canapé, stupéfait par la perception de sa fille. « Oui, Lilypad, il est très spécial. En fait, c'est un renard, un animal sauvage et cela signifie. » Il ne put se résoudre à terminer la phrase. Le visage de Lily s'assombrit, son expression se refermant de cette manière familière qui déchirait le cœur de Robert. « Ils vont l'emmener, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle instinctivement, serrant Rusty contre sa poitrine. Le renardeau pépit doucement, se blottissant contre son bras, comme s'il sentait sa détresse. À ce moment-là, en regardant le visage de sa fille, Robert prit une décision qu'il savait pouvoir avoir de graves conséquences. « Pas si je peux l'empêcher, promit-il, pas sans me battre. » Avant l'arrivée de Rusty, Lily Morgan avait passé ses journées dans un silence quasi total. Son diagnostic d'autisme à l'âge de 4 ans avait expliqué ses difficultés de développement, mais rien n'avait préparé Robert à la régression supplémentaire qui avait suivi la mort de sa mère. Les spécialistes disaient tous la même chose, le retrait de Lily était une réponse traumatique superposée à ses difficultés de communication existantes. À l'école, elle s'asseyait seule pendant le déjeuner, sa routine rigide, intacte par les avances amicales des enseignants ou l'occasionnel camarade de classe curieux. Elle s'engageait assez bien avec le matériel académique, excellant particulièrement en mathématiques et dans les tâches de mémorisation, mais les aspects sociaux et émotionnels de l'éducation lui restaient totalement étrangers. Mademoiselle Jenkins, la maîtresse de CP de Lily, avait mis en place un système de signalisation spécial pour les besoins de Lily. Une carte rouge placée sur le coin de son bureau signifiait qu'elle avait besoin d'une pause sensorielle, une carte bleue indiquait des besoins de salle de bain. Les mots étaient devenus des biens précieux pour Lily, réservés uniquement en cas de nécessité absolue. Avant Rusty, Lily prononçait en moyenne peut-être 10 mots par jour, selon le journal de communication que Robert tenait consciencieusement pour son équipe de thérapie. La maison n'était pas différente. Les soirées s'étiraient longues et calmes, Lily se livrant à des activités répétitives, alignant sa collection de pierres de rivière lisse ou rangeant ses livres par couleur plutôt que par titre. Les tentatives de Robert de se connecter étaient accueillies par un contact visuel minimal et des réponses d'un mot. Le pire, ce sont les crises de colère, des expériences sensorielles accablantes qui laissaient Lily crier ou se recroqueviller en boule sous sa couverture lestée. Mais alors que Robert se sentait impuissant et de plus en plus isolé dans sa lutte pour atteindre sa fille, le renard a tout changé. Dans les jours qui suivirent l'arrivée de Rusty, les schémas de parole de Lily commencèrent à se transformer. Cela commença par une simple narration, « Rusty a faim » ou « Rusty dort ». Bientôt, ces phrases télégraphiques se transformèrent en phrases complètes, « Papa, je pense que Rusty veut sortir maintenant », annonça-t-elle un matin, exactement 2 semaines après la nuit d'orage. Robert laissa presque tomber sa tasse de café à cause de la structure de phrases complexes qu'elle avait produite sans effort apparent.
Plus remarquable encore était la connexion émotionnelle. Lily, qui avait auparavant évité le contact physique même avec son père, passait maintenant des heures avec Rusty blotti sur ses genoux, caressant sa fourrure de plus en plus touffue avec un toucher doux qui ne démontrait aucune de ses sensibilités tactiles habituelles. Elle riait quand Rusty bondissait sur ses jouets, un son brillant et musical que Robert avait craint de ne plus jamais entendre. La transformation s'étendit au-delà de leur maison. 3 semaines après l'arrivée de Rusty, Mademoiselle Jenkins appela Robert à la clinique, sa voix vibrant d'une excitation contenue. « Monsieur Morgan, je ne suis pas sûr de ce qui a changé à la maison, mais Lily a parlé en classe aujourd'hui, pas seulement pour répondre à une question. Elle a levé la main pendant le temps de partage et a raconté une histoire de 2 minutes sur son animal de compagnie. » Les autres enfants étaient captivés. Robert ferma la porte de son bureau avant d'expliquer au sujet du chiot qu'ils avaient sauvé, veillant à maintenir la prétention que Rusty était une race de chien inhabituelle, pas un renard sauvage. Il n'était pas prêt à partager cette complication, surtout pas lorsque les résultats étaient si positifs. Au bout d'un mois, la séance de thérapie de Lily montrait des progrès quantifiables. Son orthophoniste a signalé une augmentation de 3% de la communication verbale spontanée. Les ergothérapeutes ont noté des améliorations significatives du contrôle de la motricité fine et des compétences de régulation sensorielle que Lily pratiquait en préparant soigneusement les repas de Rusty ou en créant des nids de couverture élaborés qui répondaient aux normes apparentes de confort de Rusty. Le plus profond fut le changement dans la disponibilité émotionnelle de Lily. Elle commença à transférer l'empathie qu'elle montrait à Rusty à d'autres relations. « Papa, es-tu triste aujourd'hui » demanda-t-elle un soir, regardant directement dans ses yeux avec une intensité qui lui fit monter les larmes. Ton visage ressembla à ce que je ressens quand Rusty se cache trop longtemps. Cette nouvelle conscience s'étendit à sa salle de classe. Mademoiselle Jenkins rapporta que Lily avait réconforté une camarade de classe qui pleurait en lui offrant sa balle anti-stress et en disant « Mon Rusty m'aide à me sentir mieux quand je suis triste. Tu peux l'emprunter. » C'était la première interaction sociale spontanée qu'elle avait initiée à l'école depuis plus d'1 an. Le docteur Patterson, la psychologue du développement de Lily, était particulièrement intéressé par la relation avec Rusty, allant même jusqu'à demander une séance d'observation à domicile. En regardant Lily démontrer son système de communication élaboré avec le renard, un système qu'elle avait développé entièrement par elle-même, la psychologue prit de nombreuses notes. Les animaux peuvent parfois atteindre les enfants d'une manière dont les humains ne le peuvent pas, expliqua-t-elle à Robert après coup. Il n'y a pas de complexité sociale pour Lily à décoder avec Rusty, pas d'expression faciale à interpréter ou de règles sociales à suivre. Il est cohérent, non jugeant et réactif d'une manière qu'elle peut prédire et comprendre. Ce que la psychologue ne savait pas, ce que Robert n'avait pas révélé, c'était que la créature qui procurait cet effet thérapeutique miraculeux n'était pas une race de chien particulière, mais un renard sauvage, et que cet arrangement pouvait être interrompu par les autorités à tout moment. La pensée empêchait Robert de dormir la nuit, même lorsqu'il s'émerveillait de l'épanouissement de sa fille. La première indication que leur secret était vulnérable arriva 6 semaines après l'orage. Robert était en train de soigner le vieux retriever de Earl Peterson pour l'arthrite lorsque le vieil homme le fixa avec un regard soupçonneux. « Ce n'est pas un berger allemand, ce que votre fille a, » déclara Earl catégoriquement, son visage buriné affichant des traits obstinés. À 78 ans, Earl était le chasseur le plus notoire de Hogg, avec une connaissance encyclopédique de la faune locale et une collection de trophées de taxidermie que les enfants se mettaient au défi de regarder à travers sa fenêtre avant. La négation prudente de Robert ne fit qu'approfondir le froncement de sourcils du vieil homme. « N'insultez pas mon intelligence, Doc. J'ai piégé plus de renards que vous n'avez traité de hamsters. J'ai vu votre fille jouer avec hier dans votre cour. C'est un renardeau roux, c'est clair comme de l'eau de roche. » L'estomac de Robert se noua. « Earl, ce n'est pas ce que tu crois. »« C'est exactement ce que je crois, » interrompit Earl. « C'est illégal, c'est dangereux et ce n'est pas bien. Les animaux sauvages appartiennent à la nature. » Robert baissa la voix, bien qu'il soit seul dans la salle d'examen. Lily a tellement souffert. Rusty l'a aidé comme rien d'autre ne l'a fait. Elle parle à nouveau, Earl. Quelque chose vacilla sur le visage du vieil homme, peut-être la reconnaissance du désespoir dans la voix de Robert. Earl avait connu Sarah, avait assisté à ses funérailles, avait maladroitement tapoté la tête de Lily après coup avec des doigts noueux qui ne savaient pas comment offrir du réconfort. « Les lois sont les lois », dit finalement Earl, bien que son ton se soit légèrement adouci. « Je vais vous donner un peu de temps pour régler ça correctement. Mais si ce renard est toujours dans votre maison la semaine prochaine, je devrais le signaler. »
Ce ne serait pas bien de ne pas le faire. Robert acquiesça, comprenant que ce répit n'était que temporaire. Il termina de soigner le retriever dans un silence intense, son esprit déjà à la recherche d'options qui semblaient de plus en plus limitées. La situation s'aggrava le lendemain, lorsque l'école Lily devint un champ de bataille inattendu. Pendant le cercle du matin, Lily avait partagé d'autres histoires sur Rusty, y compris des détails qui soulevèrent des préoccupations professionnelles chez Madame Jenkins. L'enseignante organisa une réunion discrète à l'heure du déjeuner avec la conseillère scolaire et la directrice, qui aurait pu rester privée, sauf pour Cathy Williams, l'assistante administrative, avec une tendance notoire à répéter les conversations confidentielles. Dès l'après-midi, des rumeurs circulaient parmi les parents qui attendaient. Le soir, le groupe Facebook privé des parents d'élèves de l'école s'embrasait de débats. Les parents exigeaient une action immédiate, invoquant des préoccupations de sécurité concernant un foyer avec un prédateur sauvage. D'autres défendaient les Morgan, soulignant les progrès évidents de Lily sur le plan du développement, et se demandaient si les autorités devaient intervenir. Cette division n'était pas surprenante dans une ville déjà divisée par la controverse sur l'aménagement forestier. Ceux qui étaient favorables à la préservation soutenaient généralement la situation des Morgan, tandis que les partisans de l'aménagement citaient la situation du renard comme un autre exemple de sentimentalité l'emportant sur le bon sens et la réglementation. Le débat s'étala au grand jour lorsque Meredith King, mère d'un camarade de classe de Lily et fervente défenseur de l'aménagement, appela le journal local. La Gazette d'Oakdale n'était pas exactement un bastion du journalisme d'investigation, mais le titre de la première page « Un vétérinaire local garde illégalement un renard comme animal de compagnie pour son enfant » se vendit à plus d'exemplaires que n'importe quel numéro depuis la tempête de neige record de 2010. Robert se retrouva à esquiver les appels et les questions pointues lorsqu'il emmena Lily faire les courses. La caissière lui lança un regard désapprobateur, tandis que le jeune homme qui mettait les articles dans les sacs lui chuchota « Mon père dit que ce que vous faites est cool, Dr Morgan. Les animaux ont besoin d'avocats. » Le plus troublant était l'impact sur Lily, qui sentait la tension sans en comprendre pleinement la source. « Les gens sont-ils fâchés contre Rusty ?» demanda-t-elle un soir, sa voix menue, alors qu'elle se blottissait contre le renard sur le tapis du salon. « Certaines personnes ne comprennent pas, » répondit Robert avec prudence. « Elles pensent que Rusty devrait vivre dans la forêt avec d'autres renards. » Le visage de Lily se décomposa. « Mais c'est mon ami. C'est lui qui m'a choisi. » La controverse atteignit son apogée lors de la réunion du conseil municipal de ce mercredi. Bien que les permis pour les renards ne figuraient pas à l'ordre du jour, la période de commentaires du public devint une bataille par procuration sur la situation des Morgan. Robert était assis, rigide, au fond de la salle, n'étant venu que pour évaluer le sentiment de la communauté, tandis que les orateurs des deux camps revendiquaient un terrain moral élevé. « Si nous autorisons les gens à garder des prédateurs sauvages comme animaux de compagnie, où cela s'arrêtera-t-il » demanda Howard Jenkins, le promoteur immobilier à l'origine du projet forestier. Des cougars dans le jardin, des ours sur la terrasse. Les règles existent pour la sécurité publique. Le bien-être psychologique d'un enfant qui a perdu sa mère devrait l'emporter sur les réglementations bureaucratiques, rétorqua Eleanor Simpson, la directrice d'école primaire à la retraite. J'ai été témoin de la transformation de Lily de mes propres yeux. Ce que ce renard a accompli, aucune thérapie n'a pu le réaliser. La réunion fut ajournée sans résolution, mais elle avait accompli une chose, attirer suffisamment l'attention sur la situation pour qu'une notification officielle devienne inévitable. On frappa à la porte un mardi matin. Robert venait de rentrer après avoir déposé Lily à l'école lorsqu'il trouva un véhicule utilitaire sport émis par l'État dans son allée. L'homme qui se tenait sur son porche portait l'uniforme vert olive de la division de la protection de la faune, son insigne l'identifiant comme l'agent James Thompson. « Monsieur Morgan, je suis ici au sujet d'une violation de la faune signalée à cette adresse. » Son ton était professionnel mais pas désagréable, son visage buriné suggérant des années passées à naviguer dans des rencontres difficiles. Le cœur de Robert se serra, mais il acquiesça et invita l'agent à entrer. Inutile de nier ce qui avait clairement été signalé par de multiples sources. Dans le salon, Rusty s'était coincé sous le canapé au son d'une voix inconnue, un comportement de plus en plus courant à mesure que ses instincts naturels de renard se développaient. « Ce serait le renard en question, » dit Robert, en désignant la queue rousse visible. « Il s'appelle Rusty. Ma fille l'a trouvé pendant une tempête il y a environ 2 mois, pensant que c'était un chiot. » L'agent Thompson s'accroupit, émettant un léger claquement de langue qui, étonnamment, incita Rusty à se montrer. L'œil exercé de l'agent évalua le renard,
notant son état de santé et son confort évident dans un environnement domestique. Il semble qu'il soit bien soigné, reconnut Thompson en se redressant, mais je suis sûr que vous savez que la détention d'un renard sauvage sans permis approprié est illégale dans cet état. Je suis vétérinaire, dit Robert. Je me suis assuré qu'il est en bonne santé, vacciné. Je comprends, monsieur, mais vos qualifications professionnelles ne l'emportent pas sur les réglementations en matière de faune. L'agent Thompson sortit un presse-papier. Son expression était compatissante mais résolue. Ceci est un avis d'avertissement officiel. Vous avez 14 jours pour obtenir les permis de réhabilitation de la faune appropriée, qui sont extrêmement difficiles à obtenir pour les résidences privées, ou pour remettre le renard aux responsables autorisés de la faune. Robert prit la copie carbone jaune avec des doigts engourdis. « Ma fille est autiste, dit-il doucement. Depuis la mort de sa mère l'année dernière, elle parle à peine. Rusty a changé cela. Il l'a atteinte d'une manière que rien d'autre n'a pu faire. » Le visage de l'agent Thompson s'adoucit légèrement. « Je suis vraiment désolé pour votre situation, monsieur Morgan, mais la loi existe pour de bonnes raisons. Les renards sont des animaux sauvages avec des besoins spécifiques et des comportements naturels qui peuvent devenir problématiques dans un environnement domestique. Ils peuvent également être porteurs de maladies transmissibles à l'homme. Il a été entièrement examiné, insista Robert, et il est complètement lié à Lily. Il ne survivrait pas dans la nature, il n'en a pas les compétences. Il existe des sanctuaires pour la faune qui pourraient être une option, proposa Thompson, des endroits où il pourrait vivre en toute sécurité tout en restant sauvage. Je pourrais vous fournir des informations de contact. La pensée de Rusty enfermé dans un sanctuaire, loin de Lily, serra la gorge de Robert. Je voudrais demander un permis spécial, dit-il fermement. Je crois qu'il existe des exceptions à des fins éducatives ou pour les animaux trop imprégnés des humains pour être relâchés. Le sourcil de l'agent Thompson se leva légèrement, suggérant une surprise face à la connaissance de Robert des réglementations en matière de faune. Vous pouvez certainement en faire la demande. Je joindrai les formulaires à votre avis d'avertissement. Mais je dois vous avertir que de telles exceptions sont rarement accordées aux particuliers. Après le départ de Thompson, Robert s'assit lourdement sur le canapé, l'avis jaune le fixant accusateur depuis la table basse, 14 jours, 2 semaines, soit pour trouver une solution légale, soit pour briser le cœur de sa fille une fois de plus. Cet après-midi-là, Robert commença ses recherches avec sérieux. Il demanda conseil à des collègues vétérinaires ayant de l'expérience en matière de faune, consulta un avocat spécialisé dans les réglementations environnementales et commença à compiler des documents sur les progrès de Lily en matière de développement depuis l'arrivée de Rusty. S'il existait un moyen de garder Rusty légalement, il était déterminé à le trouver. La demande de permis était terriblement complexe. Elle exigeait des spécifications détaillées des installations, des preuves d'expertise en matière de manipulation de la faune, une justification éducative ou de conservation et de multiples références. Robert y travailla tous les soirs après le coucher de Lily, rassemblant ce qu'il espérait être un dossier convaincant pour une exception. Le docteur Patterson fournit une évaluation formelle documentant les progrès remarquables de Lily, encadrant soigneusement Rusty comme une intervention thérapeutique pour un enfant souffrant de traumatismes importants et de difficultés de développement. Madame Jenkins apporta des observations sur les améliorations de Lily en classe. Même Margaret, de la clinique, écrivit sur les qualifications exceptionnelles de Robert pour fournir des soins appropriés. Le soutien le plus inattendu vint du docteur Emily Water, une biologiste de la faune à l'université de l'État, qui avait lu l'affaire dans la Gazette d'Oakdale. Sa lettre décrivait des recherches sur le comportement des renards et suggérait qu'un jeune renard imprégné comme Rusty aurait en effet du mal à survivre s'il était relâché, ce qui ferait potentiellement d'un environnement domestique contrôlé l'option la plus humaine. 7 jours après le début de leur fenêtre de 14 jours, Robert se sentait prudemment optimiste quant à leur chance. Il avait soumis la demande et reçu la confirmation qu'elle était en cours d'examen. Puis vint le verre brisé. Il avait été réveillé à 3 heures du matin par le bruit de fenêtres brisées. Se précipitant en bas, il trouva une brique sur le sol de la cuisine entourée de verres brisés. Une note en lettres capitales y était attachée, « Gardez les animaux sauvages là où ils doivent être ». Robert balaya le verre avant que Lily ne se réveille, mais l'incident le laissa ébranlé. La controverse avait dépassé le stade du débat pour devenir un danger potentiel. Il installa un système de sécurité le lendemain, la dépense mettant à rude épreuve son budget déjà serré. Ce soir-là, Robert passait en revue les derniers documents pour leur demande de permis lorsqu'il entendit la voix de Lily depuis le couloir où elle écoutait apparemment ses conversations téléphoniques.
Vont-ils emmener Rusty » demanda-t-elle, sa voix tremblant. Alors que le renard se pressait de manière protectrice contre ses jambes, Robert s'agenouilla à sa hauteur, choisissant l'honnêteté à la fausse réassurance. Certaines personnes pensent que Rusty devrait vivre avec d'autres renards, pas avec des personnes. Je fais tout ce que je peux pour leur montrer qu'il est bien avec nous, que c'est sa maison. Alors, le visage de Lily prit une détermination qu'il reconnaissait des moments les plus têtus de Sarah. Mais ils ne peuvent pas l'emmener. C'est moi qui l'ai trouvé, il est à moi. Je sais, Lily Pad. Je me bats pour lui, je te le promets. Cette nuit-là, Robert vérifia plusieurs fois Lily, un malaise croissant l'empêchant de dormir profondément. Leurs 14 jours étaient presque à moitié écoulés et, malgré ses efforts, il savait que les chances étaient contre lui. Les réglementations en matière de faune existaient pour de bonnes raisons, et les exceptions étaient rarement accordées, quelles que soient les circonstances. Alors qu'il finissait par s'endormir, Robert entendit la voix de Lily à travers le mur, douce mais claire, alors qu'elle parlait à Rusty dans l'obscurité. « Je ne les laisserai pas t'emmener, murmura-t-elle. S'ils essaient, nous nous enfuirons ensemble, je te le promets. » Robert ferma les yeux, les mots innocents lui envoyant un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air nocturne et en essayant de protéger sa fille d'une perte, il avait involontairement préparé le terrain pour un traumatisme potentiellement plus grand. Quoi qu'il arrive ensuite, il devait préparer Lily aux possibilités qu'il ne pouvait supporter d'envisager, tout en se battant de toutes ses forces pour l'issue improbable qu'ils souhaitaient désespérément tous les deux. Le 13e jour après la visite de l'agent Thompson se leva avec des nuages menaçants s'accumulant à l'horizon. Robert était resté éveillé presque toute la nuit, alternant entre la révision de leur demande de permis une dernière fois et la préparation à l'issue de plus en plus probable que Rusty soit retiré de leur maison. Il avait contacté plusieurs sanctuaires pour animaux sauvages, essayant d'en trouver un qui pourrait autoriser les visites surveillées, mais les réponses étaient décourageantes. La plupart des établissements maintenaient des politiques strictes contre l'interaction humaine avec les animaux sauvages réhabilités. Robert s'était finalement assoupi vers 4 heures du matin, ce qui expliquait pourquoi il n'avait pas entendu Lily bouger dans sa chambre dans l'obscurité avant l'aube. S'il avait été éveillé, il aurait peut-être remarqué la façon méthodique dont elle remplissait son sac à dos d'école, non pas avec des livres et des dossiers, mais avec des objets soigneusement sélectionnés, une lampe de poche, son sifflet d'urgence, une bouteille d'eau, la couverture préférée de Rusty et le paquet de viande séchée qu'elle avait secrètement pris dans le garde-manger. Elle s'habilla en plusieurs couches malgré le temps chaud du mois de mai, enfila ses baskets les plus robustes et termina ses préparatifs en écrivant une courte note dans son écriture soignée et surdimensionnée. « Papa, j'ai emmené Rusty dans un endroit sûr, ne t'inquiète pas. » Au moment où le réveil de Robert sonna à 6h30, Lily et Rusty étaient déjà profondément dans la forêt de Whispering Piney, suivant le sentier du ruisseau que Lily connaissait grâce aux randonnées du week-end avec son père, et le jeune renard trottait attentivement à ses côtés, avançant parfois pour enquêter sur une odeur intéressante avant de revenir vers elle. Contrairement à un chien qui pourrait s'égarer, Rusty maintenait une conscience constante de la position de Lily et un comportement naturel de renard qui servait bien leur évasion. À 7h15, Robert frappa à la porte de la chambre de Lily avec son habituel debout et brille, Lily Pad. Comme il n'y eut pas de réponse, il supposa qu'elle dormait encore. Ce n'était pas inhabituel, étant donné ses difficultés de transition le matin. Ce n'est que lorsqu'il revint 5 minutes plus tard qu'il remarqua le lit vide, le sac à dos manquant et l'absence de la couverture de Rusty à son emplacement habituel sur le sol. Son rythme cardiaque s'accéléra alors qu'il appelait dans la maison, vérifiant chaque pièce avec une détresse croissante, jusqu'à ce qu'il trouve la note sur la table de la cuisine maintenue en place par la pierre de rivière préférée de Lily. « Non, non », murmura-t-il, en lisant le parchemin enfantin. Avec le mont Panique à l'extérieur, les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber, ponctuant sa peur, alors que le tonnerre grondait au loin. Robert appela d'abord l'école, confirmant ce qu'il savait déjà, Lily n'était pas arrivée. Vint ensuite la police, qui réagit avec une inquiétude immédiate, compte tenu de l'âge et du diagnostic de Lily. En 1 heure, le salon de Robert était devenu un centre de commandement improvisé pour la recherche. L'agente Martinez de la police locale prit des notes détaillées pendant que Robert fournissait la description de Lily, des informations médicales et les destinations probables. « Elle est très intelligente », expliqua Robert, sa voix serrée d'inquiétude, mais elle ne comprend pas toujours le danger comme les autres enfants, et elle est absolument déterminée à protéger Rusty le renard. L'agente Martinez clarifia, en levant les yeux de son bloc-notes, « Oui, nous étions à notre dernier jour avant que la division de la faune ne l'emmène probablement. » Lily a dû entendre quelque chose ou le comprendre. À midi,
la tempête s'était intensifiée et la recherche s'était étendue pour inclure des pompiers volontaires, plusieurs voisins et même certains des clients vétérinaires de Robert qui avaient entendu la nouvelle. La forte pluie compliquait leurs efforts, emportant les pistes potentielles et forçant les chercheurs à crier pour se faire entendre au-dessus du déluge et du tonnerre. Ce qui inquiétait le plus Robert était le niveau d'eau croissant du ruisseau qui traversait la forêt, un cours d'eau habituellement doux qui pouvait rapidement devenir dangereux lors de crues soudaines. À la lisière de la forêt, les chercheurs se divisèrent en équipes, chacune empruntant des sentiers différents avec des cartes imperméables marquées par Robert pour indiquer les endroits préférés de Lily. La police avait amené des chiens de recherche, mais la pluie entravait leur capacité à capter une piste olfactive cohérente. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, sans aucun signe de Lily, le coordinateur local de la gestion des urgences arriva pour discuter de l'extension du périmètre de recherche et de l'apport de ressources supplémentaires. « Il nous reste environ 2 heures de lumière du jour », expliqua-t-il à un Robert trempé et dévasté. « Nous installerons des projecteurs et continuerons toute la nuit si nécessaire, mais notre meilleure chance de la retrouver est avant la nuit. » Robert acquiesça, engourdi, acceptant une autre tasse de café tiède d'Eleanor Simpson, qui était arrivée avec des sandwichs pour les équipes de recherche. « Ce n'est pas votre faute, » lui dit-elle doucement, voyant la culpabilité gravée sur ses traits. « N'importe quel parent aurait fait ce que vous avez fait pour son enfant. » Alors que le groupe discutait des stratégies de recherche, une silhouette inattendue approcha sous la pluie, Earl Peterson, vêtu d'un costume de chasse complet. Son visage buriné affichait des lignes déterminées. « Je connais ces bois mieux que personne, » déclara le vieil homme sans préambule, « je les chasse depuis 70 ans. Je vais retrouver votre fille, Doc. » Avant que Robert ne puisse répondre, Earl se tourna et disparut dans les arbres, ignorant les protocoles de recherche officiels et les objections des coordinateurs, malgré leurs interactions difficiles au sujet de Rusty. Robert ressentit une vague de gratitude pour la confiance du vieil homme et sa connaissance intime de la forêt. Alors que la recherche s'intensifiait près de la ville, Lily et Rusty avaient voyagé étonnamment loin dans la forêt. La détermination de la petite fille l'avait entraînée plus profondément le long du sentier du ruisseau qu'elle n'était jamais allée avec son père, au-delà de l'aire de pique-nique familière et après les vieilles fondations de pierre qui marquaient les vestiges d'une cabane de pionniers. Rusty s'était révélé un compagnon de voyage adepte, restant près d'elle et semblant parfois la guider avec de subtils changements de direction, l'instinct du renard reconnaissant peut-être les chemins sur à travers la forêt de plus en plus humide. Au milieu de l'après-midi, cependant, la nouveauté de leur aventure s'était estompée. Lily était mouillée, affamée et de plus en plus effrayée par le tonnerre qui grondait au-dessus de sa tête. Le ruisseau le long du sentier avait doublé de volume, l'eau brune se précipitant bruyamment sur les rochers qui étaient habituellement exposés. Lorsqu'ils atteignirent une bifurcation du sentier, Lily hésita, incapable de se souvenir quel chemin ramenait vers la ville et quel chemin continuait plus profondément dans la nature sauvage. « Je pense que nous devrions aller par là, Rusty, » décida-t-elle finalement, en prenant la fourche de droite qui semblait s'éloigner de l'eau montante. Si elle avait choisi le chemin de gauche, ils auraient pu revenir vers la ville, mais la fourche de droite les mena plus profondément dans la forêt, les amenant finalement à une cabane de chasse abandonnée nichée dans une clairière à flanc de colline. Pour Lily, la petite structure en bois représentait un abri immédiat contre la pluie incessante. Elle essaya la porte, la trouvant coincée mais non verrouillée, et réussit à l'ouvrir suffisamment pour se faufiler avec Rusty à ses talons. À l'intérieur, la pièce unique était poussiéreuse mais sèche, avec une vieille table en bois, un poêle à bois rouillé et un lit de camp effondré dans un coin. Des toiles d'araignée décoraient les coins du plafond, mais il n'y avait aucun signe de visite humaine récente. « Nous pouvons rester ici jusqu'à ce que la pluie cesse, » dit Lily à Rusty, en sortant leurs provisions de son sac à dos. Elle étala sa couverture sur la partie la plus propre du sol et rationna soigneusement 2 morceaux de viande séchée, un pour elle et 2 petits morceaux pour Rusty, qui les accepta délicatement de ses doigts. Dehors, la tempête continuait, la pluie incessante tambourinant sur le toit en tôle de la cabane. Lily n'avait pas prévu le froid qui arrivait, après avoir été mouillée pendant des heures, et elle commença à frissonner malgré ses vêtements superposés. Rusty sentit son inconfort, pressant son corps chaud contre son côté alors qu'il se blottissait sur la couverture. Alors que l'après-midi s'estompait vers le soir, la confiance initiale de Lily dans son plan commença à vaciller. « Papa va être vraiment inquiet », murmura-t-elle à Rusty, qui dressa ses grandes oreilles à sa voix. Mais je ne pouvais pas le laisser t'emmener. Tu es mon seul ami. Le renard répondit par un doux gazouillis, se frottant contre sa main. À ce moment de connexion, aucun des deux ne remarqua l'eau montante à l'extérieur, alors que le ruisseau débordait de ses berges, entourant la cabane qui se trouvait dans une dépression naturelle.
C'est Rusty qui sentit le danger en premier, soudainement alerte et faisant les 100 pas vers la porte avec une énergie nerveuse. Lorsque Lily ouvrit finalement la porte pour enquêter sur son inquiétude, elle trouva de l'eau brune tourbillonnante, déjà à plusieurs pouces de profondeur autour des fondations de la cabane et montant régulièrement. Même avec sa compréhension limitée de la situation, elle reconnut qu'il ne pouvait pas rester. Rassemblant leurs affaires avec des mains tremblantes, elle sortit dans l'eau jusqu'aux chevilles, Rusty sautant prudemment de la porte pour éviter l'inondation. « Nous devons monter », raisonna Lily, se souvenant des instructions de son père sur les crues soudaines. Se frayant un chemin dans l'eau montante, elle se dirigea vers les hauteurs, visibles à travers les arbres, Rusty ouvrant la voie avec un instinct naturel pour un terrain plus sûr. Ils avaient presque atteint la ligne de crête quand la catastrophe frappa. Rusty, avançant légèrement, hurla soudainement, un son de douleur aiguë. Contrairement à ses vocalisations habituelles, Lily se précipita pour le trouver luttant contre un piège en métal qui s'était refermé autour de sa patte avant droite, ses dents rouillées s'enfonçant dans la chair. Le sang maculait sa fourrure rousse alors qu'il tirait désespérément contre la retenue, chaque mouvement causant de nouvelles blessures. « Non !» cria Lily, tombant à genoux à côté de lui. « Ne bouge pas, Rusty, tu vas aggraver la situation. » Le piège était un modèle ancien, oublié et abandonné par des braconniers des années auparavant. Son mécanisme à ressort était resté opérationnel malgré l'exposition aux éléments, attendant silencieusement que le pas léger de Rusty déclenche ses mâchoires vicieuses. Maintenant, il le tenait fermement, la chaîne étant enfoncée dans le sol, empêchant l'évasion. Les premières tentatives de Lily pour ouvrir le piège furent vaines, ses petits doigts ne pouvaient pas générer suffisamment de force pour enfoncer les ressorts puissants. Les yeux de Rusty, remplis de douleur, et ses mouvements de plus en plus frénétiques lui brisèrent le cœur, amenant des larmes qui se mêlèrent aux gouttes de pluie sur son visage. « Je vais t'aider », promit-elle à travers ses sanglots. « Je ne te laisserai pas. » Avec une détermination qui dépassait son âge, Lily chercha un bâton suffisamment solide pour servir de levier. Sa première tentative se brisa sous la pression, mais la seconde, une branche épaisse d'un chêne tombée, tint bon alors qu'elle la coinçait entre les mâchoires du piège et poussait de toutes ses forces. Le métal céda légèrement, suffisamment pour que Rusty retire sa patte blessée avec un autre gémissement aigu. Libre mais blessé, Rusty boita en cercle, sa patte blessée tenue au-dessus du sol. La coupure ne mettait pas sa vie en danger, mais elle saignait régulièrement, laissant des gouttelettes écarlates sur les feuilles tombées. Avec des mains douces, Lily déchira une bande de l'ourlet de sa chemise et l'enroula autour de la patte de Rusty comme elle avait vu son père soigner les blessures mineures, son toucher étant prudent et précis, malgré ses doigts tremblants. La nuit tombait maintenant, l'obscurité se rassemblant entre les arbres, tandis que la pluie continuait sans relâche. La température baissa encore et les dents de Lily claquèrent de façon incontrôlable. Rusty, malgré sa blessure, se pressa contre ses jambes comme pour essayer de partager la chaleur qu'il possédait. Ils avaient besoin d'un abri, mais la cabane en contrebas était maintenant entourée d'un lac d'eau d'inondation, inaccessible et dangereuse. « Nous devons continuer », murmura Lily, rassemblant soigneusement Rusty dans ses bras pour protéger sa patte blessée. Juste un peu plus loin. Earl Peterson se déplaçait à travers la forêt comme le fantôme de son passé, silencieux, efficace, lisant les signes invisibles pour les yeux moins expérimentés. Il ignora les schémas de recherche organisés de la police et des bénévoles, suivant plutôt ses propres instincts aiguisés par des décennies dans ces bois. La pluie qui gênait les autres ne faisait que confirmer ses soupçons sur les itinéraires que la fille aurait pu emprunter, sentier du ruisseau d'abord, murmura-t-il à lui-même, notant l'empreinte partielle conservée dans l'argile sous une corniche rocheuse en surplomb. La petite empreinte pourrait être la sienne. Contrairement aux autres chercheurs, Earl n'appelait pas le nom de Lily et ne faisait pas de bruit pour attirer son attention. Earl se déplaçait silencieusement, écoutant les sons subtils sous le fond sonore de la tempête. Il avait traqué des cerfs blessés à travers des conditions pires, suivant des traces de sang dilué à presque rien. Trouver une petite fille avec un renard ne devrait pas être impossible, d'autant plus qu'il soupçonnait qu'elle n'essayait pas d'échapper à la découverte, mais plutôt de chercher un abri. Quand il trouva la bifurcation du sentier, Earl nota immédiatement la boue récemment perturbée sur les chemins de droite. La plupart des chercheurs auraient continué tout droit ou auraient tourné à gauche vers la ville, des choix logiques pour une personne perdue. Mais Earl comprenait l'esprit d'un enfant effrayé. La fourche de droite menait en amont, loin du ruisseau visiblement en crue, un choix qui avait du sens pour quelqu'un qui cherchait à se protéger de l'eau plutôt qu'à essayer de rentrer chez lui. Alors que le crépuscule approfondissait les ombres de la forêt, le faisceau de la lampe de poche d'Earl attrapa une couleur artificielle contre les bruns et les verts de la broussaille. Un petit morceau de tissu accroché à un buisson épineux.
Le fil rose correspondait à la description de la veste de Lily. Il était sur la bonne voie. Le vieux chasseur accéléra son rythme, l'inquiétude grandissant alors qu'il notait les conditions météorologiques qui se détérioraient rapidement. Le service forestier avait émis des avertissements de crue soudaine et, depuis sa position élevée, Earl pouvait voir l'eau s'accumuler dans la vallée en contrebas. Lorsqu'il atteignit la clairière avec la cabane abandonnée, maintenant une île dans l'étang nouvellement formé, il sut que la situation était devenue critique. La fille n'est pas assez folle pour rester là, raisonna-t-il à voix haute, scrutant la colline au-delà. C'est alors qu'il l'entendit, un son trop régulier pour être naturel, trop aigu pour être un animal, un enfant qui pleurait. Suivant le son, Earl franchit une petite crête et dirigea le faisceau de sa lampe de poche vers un creux entre deux chênes massifs. Là, blottie contre la base du plus grand tronc, était assise Lily Morgan, ses bras enveloppant protecteur le renard. Tous deux trempés et frissonnant violemment sous la pluie froide. Lily, appela Earl, gardant sa voix douce malgré l'urgence de la situation. C'est Monsieur Peterson de la ville. Ton père m'a envoyé te chercher. La tête de la fille se redressa, ses yeux écarquillés de peur. Ne prends pas Rusty, plaida-t-elle, serrant le renard plus fort. Ils veulent l'emmener. Earl approcha lentement, posant sa lampe de poche sur une souche voisine afin que son faisceau illumine la scène sans aveugler l'enfant effrayé. Il remarqua immédiatement le bandage improvisé autour de la patte du renard, déjà trempé de sang et d'eau de pluie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Earl s'agenouilla en dépit des protestations de ses articulations arthritiques. Piégé, articula Lily à travers ses dents qui claquaient. Ça lui faisait mal. Je l'ai sorti. Quelque chose changea dans le visage buriné d'Earl, une sorte de reconnaissance, peut-être même de respect. Il avait passé des décennies à piéger et chasser les créatures de la forêt, les considérant principalement comme des ressources ou des trophées. Mais la vue du dévouement de cet enfant envers le renard blessé et l'attachement évident du renard à elle remettaient en question ses convictions de longue date sur la séparation entre les humains et les animaux sauvages. Tu as bien fait de le sortir, dit Earl en ouvrant sa veste de chasse imperméable. Ça demande du courage, mais maintenant vous êtes tous les deux en danger à cause de cette tempête et nous devons vous ramener à la maison. Lily secoua la tête obstinément, bien que son corps la trahisse avec des tremblements de plus en plus violents. Ils prendront Rusty demain. Je ne les laisserai pas faire. Earl considéra l'enfant et le renard devant lui, pesant des décennies de croyances contre la preuve indéniable de ses yeux. Il avait signalé les Morgan parce qu'il croyait qu'il était mal de garder des animaux sauvages comme animaux de compagnie, que c'était dangereux pour les deux parties. Pourtant, voici une preuve qui remettait en question cette conviction, un renard qui aurait pu s'enfuir, une fois libéré du piège, mais qui était resté avec la fille, et une enfant qui risquait tout pour protéger son ami inhabituel. Écoute-moi, Lily, dit Earl, sa voix rauque mais gentille. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû signaler ton renard sans comprendre toute la situation. Je pensais bien faire, mais en vous voyant tous les deux ensemble, eh bien, je pense que je me suis peut-être trompé. Il enroula sa veste autour des épaules de Lily, assez grande pour la couvrir, elle est Rusty. Je ne peux pas promettre ce qui va se passer avec les gens de la faune, mais je peux promettre que je leur dirai ce que j'ai vu ce soir, comment Rusty t'a protégé, comment tu l'as sauvé de ce piège. Ça doit bien compter pour quelque chose. Lily étudia son visage avec l'attention intense caractéristique de son état, cherchant la tromperie et n'en trouvant aucune. Tu promets? Je te donne ma parole, dit Earl, tendant la main comme il le ferait à tout adulte dont il cherchait à gagner la confiance, sur l'honneur d'un chasseur. Après un moment d'hésitation, Lily plaça sa petite main dans sa paume burinée, lui permettant de l'aider à se relever, tandis qu'elle berçait Rusty contre sa poitrine. Le renard regarda Earl avec des yeux méfiants, mais ne fit aucune tentative pour s'échapper. Ma vieille cabane n'est pas loin, expliqua Earl en récupérant sa lampe de poche, elle est sur un terrain plus élevé. J'ai une radio que nous pouvons utiliser pour appeler ton père et j'ai une trousse de premier secours, gamine, pour cette patte. Il fit un signe de tête vers la blessure de Rusty. Ton père est vétérinaire, mais j'ai rafistolé assez de chiens de chasse pour connaître les bases. Alors qu'il se frayait un chemin prudemment à travers la forêt sombre, Earl se retrouva à partager des connaissances qu'il n'avait jamais pensé transmettre, montrant les cris des hiboux et identifiant les plantes comestibles à la lumière de la lampe de poche. Lily absorbait chaque mot avec une attention remarquable, posant des questions qui révélaient une intelligence inattendue derrière son attitude réservée. Au moment où ils atteignirent la cabane bien entretenue d'Earl, le vieux chasseur avait pris une décision qui aurait choqué tous ceux qui le connaissaient. Le renard qui avait été sa raison de signaler les Morgan était devenu,
en l'espace d'une heure de marche à travers les bois en pleine tempête, sa raison de les défendre. La sécurité relative de la cabane d'Earl Peterson n'offrait qu'un répit temporaire. Utilisant sa radio d'urgence, Earl contacta les équipes de recherche, sa voix rauque s'adoucissant alors qu'il assurait à Robert que Lily était vivante, bien que complètement refroidie et épuisée. La nouvelle déclencha une redirection immédiate des ressources, avec du personnel médical d'urgence dépêché pour les rencontrer dès que possible compte tenu des conditions qui se détérioraient. Pendant qu'ils attendaient, Earl soigna la patte blessée de Rusty avec une douceur surprenante, nettoyant la blessure avec un antiseptique et appliquant un bandage approprié de sa trousse de premier secours bien garnie. Lily observait chacun de ses mouvements avec une attention intense, offrant occasionnellement des instructions silencieuses basées sur les procédures qu'elle avait observées dans la clinique de son père. Earl se montra impressionné par ses connaissances et son attitude, malgré l'épreuve qu'elle avait endurée. « Ton renard est plutôt résistant », lui dit-il en fixant le bandage avec du ruban adhésif médical. Un piège comme ça aurait poussé la plupart des animaux à se ronger la propre patte de panique. Lily hocha la tête solennellement, « Rusty est spécial, c'est pour ça que je ne pouvais pas les laisser le prendre. » Earl drapa une autre couverture sur ses épaules et ajouta du bois au feu, son inquiétude grandissant alors qu'il constatait ses tremblements continus et la rougeur qui se développait sur ses joues pâles. Malgré la chaleur de la cabane, la peau de Lily restait froide au toucher et une toux inquiétante s'était développée dans l'heure qui avait suivi leur arrivée. Lorsque l'équipe de secours les atteignit finalement, peu avant l'aube, les ambulanciers reconnurent immédiatement les signes d'hypothermie et d'une possible infection respiratoire. La température de Lily était de 39 degrés et 1/10. Sa respiration était laborieuse et la congestion de ses poumons produisait un râle inquiétant que même Earl pouvait entendre sans stéthoscope. « Nous devons l'emmener à l'hôpital », dit l'ambulancier en chef à Earl alors qu'il préparait le brancard pour le transport. Une exposition prolongée dans ces conditions, surtout pour une enfant de son âge, est potentiellement grave. Lily, dérivant entre la conscience et un sommeil fiévreux, serra Rusty avec une force surprenante lorsqu'ils tentèrent de les séparer pour le voyage. « Non », articula-t-elle à travers ses dents qui claquaient. « Il reste avec moi. Le renard a besoin de soins vétérinaires. » « Son père est vétérinaire », souligna un ambulancier en regardant le bandage taché de sang. « Les séparer maintenant ferait plus de mal que de bien, » intervint Earl, parlant comme quelqu'un qui venait de passer des heures à les observer ensemble. Contre le protocole, mais reconnaissant les circonstances inhabituelles, l'équipe permit à Rusty de rester avec Lily pendant le transport. Le renard se blottit de manière protectrice contre son côté tout au long du difficile voyage de retour à la civilisation. À l'hôpital communautaire d'Oakbridge, Robert attendait lorsque l'ambulance arriva, son visage marqué par des heures de recherche désespérées. Le soulagement de voir sa fille vivante se transforma rapidement en alarme lorsque le personnel médical la transféra sur un chariot, un masque à oxygène déjà en place sur son petit visage. « Pneumonie », expliqua le docteur Winters après un premier examen, son expression grave. L'exposition, combinée à l'épuisement et à l'aspiration probable d'eau du ruisseau, a causé une infection grave dans les 2 poumons. Nous commençons un traitement antibiotique à large spectre et de l'oxygène supplémentaire, mais elle devra rester hospitalisée. Robert hocha la tête, hébété, regardant à travers la vitre les infirmières installer des perfusions et des appareils de surveillance. Lily semblait incroyablement petite sous les couvertures de l'hôpital, ses cheveux roux éparpillés sur l'oreiller blanc comme des feuilles d'automne sur une neige précoce. Rusty. Étonnamment, on lui avait permis de rester dans la chambre après que Robert eut garanti son statut vaccinal et son état de santé général, une exception sans précédent faite en raison de la détresse de Lily lorsque la séparation avait été tentée. La première nuit fut la pire. La fièvre de Lily monta à 40 degrés, malgré les médicaments, son taux d'oxygène chutant à plusieurs reprises à des seuils inquiétants. Robert maintint une veille sans sommeil à côté de son lit, une main tenant la sienne tandis que l'autre caressait distraitement Rusty, qui refusait de quitter sa position au pied du lit d'hôpital malgré sa propre blessure. Dans son délire, Lily appela à plusieurs reprises sa mère, la fièvre dissolvant temporairement les barrières soigneusement construites par son esprit autour de cette perte. « Maman, maman, aide Rusty » murmura-t-elle, les yeux ouverts mais sans voir. Le piège lui a fait mal, répare-le, comme papa répare les animaux. Chaque mention de Sarah enfonçait un nouveau coup de poignard de culpabilité dans le cœur de Robert. Il n'avait pas réussi à protéger Lily de ce traumatisme supplémentaire, avait permis à sa détermination à garder Rusty d'éclipser les conséquences potentielles de leur situation de plus en plus désespérée. « Je suis désolé », murmura-t-il à sa fille inconsciente. « J'essayais de faire ce qu'il y avait de mieux pour toi, mais peut-être que j'ai juste empiré les choses.
Au matin, l'état de Lily s'était quelque peu stabilisé, bien qu'elle soit restée sous oxygène et sous antibiotiques par voie intraveineuse. Le docteur Hoyer se montra prudemment optimiste, mais souligna la gravité de l'infection. Les enfants peuvent être remarquablement résistants, assura-t-elle à Robert, mais nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. Les prochaines 48 heures seront critiques. Tout au long de cette journée et dans la suivante, Lily dériva entre la conscience et un sommeil fiévreux. Pendant ces moments lucides, sa première préoccupation était invariablement pour Rusty, sa main cherchant sa fourrure familière. Avant même d'ouvrir complètement les yeux, le renard fit preuve d'une patience extraordinaire, restant immobile pendant les procédures médicales et ne bougeant que pour permettre aux professionnels de la santé d'accéder à Lily si nécessaire. Plusieurs infirmières commentèrent cette relation inhabituelle, une infirmière pédiatrique vétérane observant, en 30 ans de pratique, « Je n'ai jamais vu un animal se comporter comme ça, presque comme s'il comprenait qu'elle est malade et qu'elle a besoin de lui. » Le 3e jour d'hospitalisation, Robert sortit dans le couloir pour parler avec le docteur Hoyer des derniers résultats d'analyse de Lily, laissant Rusty blotti à côté de l'enfant endormi. Quand il revint 10 minutes plus tard, il trouva Lily réveillée et pleurant silencieusement, sa main enfouie dans la fourrure de Rusty. « Ils vont encore l'emmener, murmura-t-elle, la voix étranglée, quand elle vit son père. J'ai entendu les médecins parler. Ils ont dit, demain, c'est la date limite. » Le cœur de Robert se serra. Dans la crise de la maladie de Lily, il avait temporairement oublié l'avis de 14 jours de l'officier Thompson, une date limite qui était effectivement arrivée. Leur demande de permis était toujours en cours d'examen, sans qu'aucune décision n'ait encore été communiquée. « Je ne peux pas perdre Rusty, » continua Lily, sa voix se brisant, « pas après maman, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, ne le laisse pas faire. » L'angoisse brute dans la supplication de sa fille cristallisa la détermination de Robert. Il avait respecté les lois et les règlements toute sa vie, avait construit sa pratique vétérinaire sur l'éthique professionnelle et les procédures appropriées. Mais en regardant sa fille, qui avait déjà enduré plus de pertes qu'aucun enfant ne devrait en endurer, faire face à une autre séparation dévastatrice, il prit une décision qui contredisait son caractère habituel, « Je ne le laisserai pas le prendre », promit Robert, sa voix ferme, avec une détermination nouvelle. « Quoi qu'il en coûte, Lily, Rusty reste avec nous. » La voie à suivre restait floue, mais une chose était certaine, Robert Morgan, qui avait toujours été la voix de la raison et du respect de la loi, était prêt à combattre le système qu'il avait précédemment respecté sans hésitation. Le visage de sa fille couvert de larmes et le renard, qui était en quelque sorte devenu essentiel à son rétablissement, avait réécrit sa compréhension du bien et du mal d'une manière qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Le matin qui marqua la fin de leur période de grâce de 14 jours amena des visiteurs inattendus dans la chambre d'hôpital de Lily. Robert leva les yeux du chevet de sa fille et vit l'officier Thompson debout dans l'encadrement de la porte, son uniforme remplacé par des vêtements civils, un jean et une chemise boutonnée qui le rendaient en quelque sorte plus accessible, mais tout aussi autoritaire. « Monsieur Morgan », commença Thompson formellement, « je suis venu au sujet de la situation du renard. Compte tenu des circonstances, j'ai pensé qu'une conversation en face à face serait plus appropriée qu'une correspondance officielle. » Robert se plaça de manière protectrice entre l'officier et le lit de Lily, où Rusty restait blotti à côté de sa forme endormie. « Ma fille est toujours en convalescence, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Quoi qu'il doive arriver, je préférerais que nous en discutions dehors. » Thompson acquiesça, suivant Robert dans le couloir où une troisième personne inattendue attendait, le docteur Patricia Hoyer, la médecin traitante de Lily. Les 3 adultes se dirigèrent vers une petite salle de consultation à proximité, la tension palpable alors que Robert fermait la porte derrière eux. « Avant de commencer les affaires officielles, » dit Thompson une fois qu'ils furent assis, « il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que j'aurais dû révéler dès le début. » Il marqua une pause, semblant lutter avec ses prochains mots. « Mon nom complet est James Thompson, Morgan. Sarah était ma sœur. » Robert le regarda en silence, stupéfait. Des pièces de métal s'emboîtèrent soudainement, la vague familiarité qu'il avait ressentie lors de leur première rencontre, la ressemblance subtile avec Sarah dans la forme des yeux de l'homme et la ligne de sa mâchoire. « Ce n'est pas possible », réussit finalement à dire Robert. Sarah n'avait qu'un seul frère et il a déménagé en Australie après l'université. Nous avons perdu contact après les funérailles. Je suis revenu il y a 6 mois, expliqua Thompson, son attitude professionnelle se fissurant légèrement. J'ai pris le poste d'agent de la faune ici parce que je voulais être plus proche du souvenir de Sarah, de Lily. Mais je n'ai pas pris contact parce que, sa voix vacilla momentanément,
parce que je me suis blâmé de ne pas avoir été là quand Sarah est morte, d'avoir manqué les funérailles, d'avoir abandonné ma famille quand elle avait besoin de moi. Votre Lily et son oncle James, demanda Robert incrédule. Tout ce temps, vous avez fait appliquer cette situation sans nous dire qui vous étiez? Je faisais mon travail, répondit Thompson sur la défensive. La loi ne change pas à cause de liens personnels. Si quoi que ce soit, je devais être plus rigoureux pour éviter toute apparence de favoritisme. Le docteur Wyer, qui était resté silencieuse pendant cette révélation, prit finalement la parole. L'officier Thompson James est venu me voir hier pour discuter du cas de Lily d'un point de vue médical. C'est là que j'ai réalisé le lien. Quel lien? Demanda Robert, encore sous le choc de la révélation. La façade composée de Thompson s'effondra complètement alors qu'il attrapa son portefeuille, en sortant une photo usée et la plaçant sur la table entre eux. Ma fille Sophie. Elle aurait eu l'âge de Lily. Robert ramassa la photo. Sa colère, temporairement déplacée par l'image d'une jeune fille souriante avec les yeux de Thompson et une ressemblance indéniable avec Lily, leucémie, dit Thompson tranquillement, il y a 3 ans à Melbourne. C'est pourquoi je n'étais pas là quand Sarah est morte. Sophie était dans ses phases terminales et je ne pouvais pas la quitter des yeux. Quand ils se rencontrèrent, Robert portait un poids de chagrin qui reflétait le sien. Après la mort de Sophie, le renard thérapeutique était la seule chose qui m'a permis de tenir le coup pendant ces premiers mois. Un renard thérapeutique, répéta Robert, certain d'avoir mal entendu. Thompson acquiesça. Ça fait partie d'un programme expérimental à l'hôpital pour enfants là-bas en Australie. Similaire aux chiens de thérapie, mais spécifiquement pour les patients en oncologie qui ne pouvaient pas risquer d'être exposés aux canidés communs en raison de systèmes immunitaires compromis. Les renards sont porteurs de moins de maladies zoonotiques transmissibles aux humains. Il prit une profonde inspiration. Quand j'ai vu Rusty avec Lily, ça m'a rappelé trop de souvenirs. Je devais faire appliquer la loi, mais j'ai aussi commencé à chercher des failles, des exceptions, tout ce qui pourrait aider votre cas. Robert se laissa tomber en arrière, absorbant cette révélation inattendue. L'homme qu'il avait considéré comme leur principal obstacle avait en fait cherché une solution depuis le début, motivé par une perte qui ressemblait à la leur. « Pourquoi ne m'avez-vous pas simplement dit qui vous étiez » demanda Robert, sa voix plus douce maintenant. « Est-ce que ça aurait fait une différence » rétorqua Thompson. « Auriez-vous fait davantage confiance à mon jugement ou vous seriez-vous attendu à un traitement spécial ? J'avais besoin de gérer ça selon les règles, pour le bien de Lily autant que pour la conformité réglementaire. » Le docteur Winter s'éclaircit doucement la gorge. J'ai suggéré à l'officier Thompson de révéler sa relation maintenant parce que l'état de santé de Lily offre une voie potentielle à suivre. Sa réaction à la présence de Rusty pendant le traitement a été remarquable. Ses signes vitaux se stabilisent quand il est prêt, son anxiété diminue et sa coopération avec les procédures douloureuses s'améliore considérablement. Vous suggérez une justification thérapeutique pour garder Rusty, demanda Robert, l'espoir entrant prudemment dans sa voix. C'est une option que nous explorons, confirma Thompson. Mais il y a plus que vous devez savoir sur votre renard inhabituel avant que nous prenions une décision. La conversation s'interrompit alors que Thompson sortit un dossier de sa mallette, l'ouvrant sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des cartes et des fiches de données scientifiques que Robert reconnut immédiatement comme des études de population faunique. Quand vos résultats d'ADN ont confirmé que Rusty était un renard roux, j'ai envoyé le profil génétique au docteur Emily Water pour une analyse plus approfondie, expliqua Thompson, procédure standard pour les spécimens inhabituels. Ces conclusions ont été inattendues, il fit glisser un document portant l'entête officielle de l'université. Selon le docteur Water, les marqueurs génétiques de Rusty l'identifient comme Vulvulapalachia, une sous-espèce de renard des Appalaches de l'Est que l'on croyait éteinte dans cette région depuis près de 50 ans. Robert parcourut rapidement les notations scientifiques, sa formation vétérinaire lui permettant de saisir la signification des marqueurs génétiques mis en évidence dans le rapport. Ça ne peut pas être vrai. Cette sous-espèce a été documentée comme étant fonctionnellement éteinte dans les années 70 en raison de la chasse excessive et de la perte d'habitat. Apparemment, une petite population a survécu dans des poches isolées, répondit Thompson. Le projet de développement qui menace la forêt de Whispering Pine les a involontairement poussés à entrer en contact avec des zones peuplées, y compris probablement la mère de Rusty, qui a dû l'abandonner ou le perdre pendant la tempête. L'implication s'abattit sur Robert comme un poids physique. Donc Rusty n'est pas n'importe quel renard, il fait partie d'une sous-espèce que les défenseurs de l'environnement pensaient disparue à jamais. Exactement, confirma Thompson, ce qui change tout dans son statut juridique.
Les sous-espèces en danger relèvent de cadres réglementaires différents de ceux de la faune commune. Il existe des exemptions pour la recherche, des protocoles de conservation et un argument beaucoup plus solide pour votre demande de permis, ajouta le docteur Winner, surtout lorsqu'il est combiné à l'avantage thérapeutique pour Lily. Thomson acquiesça, poursuivant son explication. Le docteur Water cherche à obtenir une désignation de conservation d'urgence qui protégerait à la fois Rusty et toute population restante dans la forêt de Whispering Pine. L'université a déjà exprimé son intérêt pour l'étude du comportement de Rusty, de son adaptation au milieu domestiqué, bien sûr, de son lien unique avec Lily. Le rapport génétique comprenait des photographies comparatives de spécimens historiques de renards des Appalaches à côté d'images récentes de Rusty, mettant en évidence la forme distinctive des oreilles, la longueur du museau et la coloration de la fourrure qui différenciaient la sous-espèce des renards roux communs. Les preuves scientifiques étaient convaincantes et ouvraient des possibilités inattendues. L'implication de l'université a attiré l'attention des médias régionaux, ajouta Thomson, montrant à Robert plusieurs coupures de journaux et des impressions de sites web environnementaux. L'histoire a trouvé un écho au-delà de notre petite ville. Une sous-espèce de renard que l'on croyait éteinte, sauvée par une enfant autiste, contribuant potentiellement à la fois à la conservation de la faune et au progrès thérapeutique. Pour la première fois depuis des semaines, Robert ressentit un véritable espoir d'une résolution qui ne déchirerait pas à nouveau le monde de Lily. Alors, que se passe-t-il maintenant? Le docteur Water vient demain pour effectuer une évaluation formelle, expliqua Thomson. Elle documentera l'état, le comportement et l'interaction de Rusty avec Lily dans le cadre de la demande d'exemption de conservation. Si elle est approuvée, elle remplacerait les réglementations standards sur la faune par un permis spécialisé de recherche et de réadaptation. Robert secoua la tête, incrédule devant le changement soudain de leur perspective. Tout ce temps, je me suis battu pour garder Rusty à cause de ce qu'il signifie pour Lily. Je n'ai jamais imaginé qu'il pourrait avoir une signification scientifique au-delà de notre situation familiale. Parfois, les découvertes les plus significatives se produisent par accident, observa le docteur Winner avec un petit sourire. Mais il y a une autre complication dont vous devriez être conscient. Thomson hésita avant d'ouvrir un dernier dossier contenant plusieurs photographies granuleuses prises par des caméras phoniques activées par le mouvement. Elles ont été prises il y a 3 nuits à la limite de votre propriété pendant que vous étiez ici à l'hôpital avec Lily. Robert se pencha en avant, étudiant les images avec un étonnement croissant. On y voit clairement malgré la faible luminosité, un renard adulte avec les mêmes caractéristiques distinctives que Rusty, observant la maison depuis la lisière de la forêt. Sa posture, alerte et déterminée. Nous pensons que c'est la mère de Rusty, dit Thomson tranquillement. Elle a été documentée au même endroit 4 nuits de suite, toujours aux mêmes heures nocturnes. Ce comportement suggère qu'elle cherche quelque chose ou quelqu'un. La gorge de Robert se serra en regardant les yeux intelligents du renard, si semblables à ceux de Rusty. Elle cherche son petit après tout ce temps. Les mères renardes maintiennent des liens forts avec leurs petits, confirma Thomson. Dans la nature, les renardeaux restent généralement avec leur mère pendant plusieurs mois avant de devenir indépendants. D'après l'âge estimé de Rusty quand vous l'avez trouvé, il aurait encore été dépendant d'elle. Les implications de cette découverte pesèrent lourdement dans la pièce. La lutte pour garder Rusty s'était entièrement concentrée sur les besoins de Lily et les réglementations légales. Pas une seule fois il n'avait sérieusement envisagé ce qui pourrait être le mieux pour le renard lui-même. Que faisons-nous de cette information, demanda Robert, sa voix à peine audible. Lily serait dévastée de perdre Rusty, mais le priver de sa mère naturelle, de sa famille? C'est la question morale au centre de cette situation, reconnut Thomson. Maintenant, en tant qu'agent de la faune, ma responsabilité est de défendre les intérêts naturels de l'animal. En tant qu'oncle de Lily, je comprends la relation thérapeutique qui s'est développée. Il n'y a pas de réponse facile ici. Le docteur Winters, qui avait pris des notes tout au long de la discussion, leva les yeux pensivement. Peut-être que la solution n'est pas un scénario du tout ou rien. La propriété borde la forêt. Existe-t-il une possibilité d'interaction contrôlée, une voie médiane qui respecte à la fois les liens humains et animaux qui se sont formés? Robert examina cette suggestion inattendue, imaginant ce qu'elle pourrait signifier pour leur avenir. L'apparition de la mère renarde ajoutait une nouvelle dimension à une situation déjà complexe, une situation qui nécessiterait une explication prudente à Lily quand elle serait assez bien pour comprendre. Je pense, dit Robert lentement, que nous devons considérer ce qui est vraiment le mieux pour Lily et Rusty, même si cela signifie faire des choix difficiles qu'aucun de nous n'avait anticipés. 2 semaines après la sortie de Lily de l'hôpital,
la famille Morgan fit face à son moment de vérité dans la salle de réunion aux lambris de bois de l'édifice municipal d'Ogde. L'audience spéciale pour le permis de Rusty avait attiré une foule inattendue, pas seulement des fonctionnaires locaux et des voisins intéressés, mais des représentants de groupes régionaux de conservation, de l'université d'État et même un cinéaste de documentaire qui avait eu vent de cette affaire inhabituelle. Au centre de la pièce, une longue table accueillait la commission de la faune composée de 5 personnes, chargées de déterminer le sort de Rusty. Leurs expressions ne révélaient rien. Alors que Robert et Lily entraient, la jeune fille toujours pâle de sa maladie, mais marchant avec détermination par elle-même, sa main fermement serrée dans celle de son père, Rusty restait à la maison sous l'œil vigilant d'Earl Peterson. Les animaux n'étaient pas autorisés dans l'édifice municipal, quel que soit leur statut d'espèce en voie de disparition. Cette session spéciale est déclarée ouverte, annonça la présidente Sullivan, une femme au visage sévère avec 3 décennies d'expérience en conservation. Nous sommes ici pour examiner la demande numéro WL 254 demandant une exemption aux réglementations de l'État sur la faune dans le but de maintenir un renard roux dans un milieu domestique. Les procédures formelles commencèrent par un examen des documents de la demande, suivi de déclarations d'experts de la faune concernant les protocoles habituels pour la manipulation des animaux sauvages. Tout au long de ces remarques liminaires, Lily resta assise tranquillement à côté de son père, murmurant occasionnellement des questions auxquelles Robert répondait à voix basse. Si elle était intimidée par le cadre formel ou la foule d'étrangers, elle n'en montra aucun signe. Son attention restait entièrement concentrée sur le résultat qui déterminerait l'avenir de Rusty. Au moment venu pour le témoignage du public, le secrétaire de la commission appela le premier nom inattendu. Le conseil reconnaît Eleanor Simpson. La directrice d'école à la retraite s'approcha du podium à pas mesurés, ses cheveux argentés scintillant sous les lumières fluorescentes. Je connais la famille Morgan depuis de nombreuses années, commença-t-elle, sa voix d'éducatrice portant clairement dans la pièce. J'étais directrice quand Sarah Morgan enseignait les sciences à notre école primaire et j'ai regardé Lily depuis qu'elle était toute petite. Ce que je peux vous dire avec une certitude absolue, c'est que la transformation de cet enfant depuis que Rusty est entré dans sa vie est tout simplement remarquable. Eleanor a détaillé des améliorations spécifiques dans la communication, l'interaction sociale et la régulation émotionnelle de Lily, des changements documentés par les enseignants, les thérapeutes et les dossiers scolaires au cours de mes 40 années d'enseignement. Elle a conclu, je n'ai jamais été témoin d'un progrès aussi profond chez un enfant présentant les difficultés de Lily. Les séparer maintenant reviendrait à démanteler le pont qui a reconnecté cette petite fille au monde après une perte inimaginable. Plusieurs autres membres de la communauté ont suivi avec des témoignages tout aussi favorables, y compris l'enseignante actuelle de Lily et son orthophoniste. Puis vint un nom qui suscita des murmures de surprise. Le conseil reconnaît Earl Peterson. Le vieux chasseur s'approcha de l'estrade d'un pas délibéré, son visage buriné, solennel sous sa casquette habituelle. Pendant un moment, il resta simplement là, rassemblant ses pensées en scrutant la salle. Puis il s'éclaircit la gorge et commença à parler d'une voix rauque d'émotion. « Je vis dans ces montagnes depuis 78 ans, déclara-t-il simplement, je chasse dans ces bois depuis que je suis assez grand pour tenir un fusil. Je connais les animaux sauvages, leurs habitudes, leur nature. J'ai piégé plus de renards que quiconque dans ce comté. » Il fit une pause, son regard trouvant Lily dans le public, et c'est moi qui ai signalé les Morgan pour avoir gardé ce renard, pensant que je faisais ce qu'il fallait. Les membres de la commission se penchèrent légèrement en avant, visiblement surpris par cet aveu. Mais j'avais tort, continua Earl, sa voix se fêlant légèrement. Je le sais maintenant parce que j'ai vu quelque chose dans cette forêt pendant la tempête qui a changé tout ce que je pensais comprendre sur les animaux et les humains. Avec un langage simple et puissant, Earl raconta comment il avait trouvé Lily et Rusty dans la forêt, la fille qui avait libéré son ami d'un piège et pansé ses blessures, et le renard qui était resté fidèlement à ses côtés. Malgré sa blessure et son instinct de fuir, ce renard aurait pu s'enfuir dès qu'il a été libéré, souligna Earl, tapant sur l'estrade pour insister, rien ne le retenait là, sauf son lien avec cette petite fille. De toutes mes années, je n'ai jamais rien vu de tel, sa voix baissa, chargée d'émotion, quand je les ai trouvés, ce renard essayait de la garder au chaud, pressé contre elle, même s'il était blessé. Il sait qu'elle l'a sauvé et il essayait de la sauver en retour. Earl retira sa casquette, la serrant dans ses mains burinées. J'ai beaucoup pris de ces forêts au cours de ma vie. Il semble juste que mon dernier acte concernant ces créatures soit d'aider à en sauver une et la petite fille qu'il aime. La salle resta silencieuse pendant plusieurs instants après qu'Earl soit retourné à sa place, la sincérité simple de son témoignage planant dans l'air. Même la présidente Sullivan parut émue,
retirant ses lunettes pour les essuyer méthodiquement avant d'appeler l'orateur suivant. Le docteur Emily Water s'approcha de l'estrade avec un calme professionnel, ses supports de présentation déjà affichés sur l'écran de projection de la salle. Avec une précision scientifique, elle souligna les preuves génétiques confirmant le statut de Rusty en tant que membre de la sous-espèce du renard des Appalaches, insistant sur la valeur de conservation de l'étude de son développement et de son comportement. Au-delà des considérations éducatives et thérapeutiques, conclut-elle, le maintien de ce renard dans son environnement actuel offre des opportunités de recherche sans précédent. L'emplacement de la propriété Morgan à la lisière de la forêt permettrait des études d'interaction contrôlées entre Rusty et toute population sauvage restante, en particulier la renarde adulte qui semble être sa mère. Une fois que tous les témoignages prévus furent terminés, la présidente Sullivan demanda s'il y avait des déclarations finales avant que la commission ne commence ses délibérations. À la surprise générale, une petite voix s'éleva dans le public. « J'aimerais dire quelque chose, s'il vous plaît. » Tous les regards se tournèrent vers Lily Morgan, sa main levée de la manière précise qu'on lui avait enseignée à l'école. Après un moment d'hésitation, Sullivan acquiesça. La commission reconnaît Lily Morgan. Robert aida sa fille à se rendre à l'estrade, qui était presque aussi haute qu'elle. La trouvant trop petite pour atteindre le microphone, il s'apprêta à la soulever, mais Lily secoua la tête avec détermination. Au lieu de cela, Sullivan demanda à un membre de la commission d'ajuster le microphone vers le bas pour s'adapter à la taille de l'enfant. « Je m'appelle Lily Morgan », commença-t-elle, sa voix petite mais stable. « J'ai 7 ans et Rusty est mon meilleur ami. Je l'ai trouvé sous la pluie quand il était tout seul, comme je me sentais toute seule après la mort de ma maman. » La salle se tut complètement, les adultes se penchant en avant pour saisir chaque mot de cette oratrice inattendue. « Rusty m'a aidé quand j'étais triste. Il écoute quand je lis des livres, ça ne le dérange pas. Quand je n'arrive pas à regarder ses yeux, il rend le mauvais sentiment plus petit. » Lily fit une pause, rassemblant ses pensées avec un effort visible. « Je voulais le garder pour toujours parce que je l'aime. » Robert regarda sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude, reconnaissant l'importance de son discours public, quelque chose qui aurait été impensable quelques mois auparavant. Mais ensuite, papa m'a montré les photos de la maman de Rusty, continua Lily, sa voix vacillant légèrement. Elle le cherche tous les soirs. Il lui manque autant que ma maman me manque. Des larmes perlèrent dans ses yeux, mais elle les chassa avec détermination. Je ne veux plus que la maman de Rusty soit triste. Je sais ce que ça fait mal. Ici, elle pressa une petite main contre sa poitrine. Robert s'agenouilla à côté de sa fille, prêt à la soutenir si l'émotion devenait trop forte. Mais Lily redressa ses épaules et continua. Je veux que Rusty puisse voir sa maman et je veux le voir aussi. Elle regarda directement les membres de la commission, établissant un contact visuel rare qui souligna l'importance de ses prochains mots. Est-ce qu'on peut le partager, s'il vous plaît? De sa poche, Lily retira un petit paquet de tissu, le dépliant soigneusement pour révéler un foulard bleu délavé. C'était celui de ma maman. Il sent encore comme elle quand j'ai peur ou que je suis triste. Il m'aide à me sentir mieux. Avec des mouvements délibérés, elle replia le foulard et le plaça sur l'estrade. Je veux que Rusty l'ait, alors s'il part avec sa maman parfois, il pourra se souvenir de moi et peut-être ne pas avoir peur. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle lorsque Lily retourna à sa place, l'éloquence simple de sa proposition planant dans l'air. Robert passa son bras autour de ses épaules, retenant ses propres larmes face à cette démonstration inattendue de la croissance de sa fille en matière de compassion. La délibération de la commission dura moins de 30 minutes, un record pour des affaires aussi complexes. À leur retour, la présidente Sullivan annonça leur décision avec une émotion inhabituelle dans sa voix. Compte tenu des circonstances uniques de cette affaire, y compris la valeur de conservation, les opportunités éducatives et le bénéfice thérapeutique démontré, cette commission approuve la demande WL 254 avec les modifications suivantes. Elle exposa leur solution sans précédent, la propriété Morgan serait désignée comme une zone spéciale de recherche en matière de conservation, Robert obtenant une licence limitée de réhabilitation de la faune. Rusty resterait principalement avec les Morgan, mais des points d'accès spécialisés seraient construits le long de la lisière de la forêt pour permettre une interaction surveillée avec la population de renards sauvages, en particulier sa mère. Cet arrangement reconnaît à la fois le lien humain qui s'est formé et la connexion familiale naturelle qui mérite le respect, expliqua Sullivan. Il représente une approche collaborative entre les besoins humains et la conservation de la faune que cette commission estime servir le bien supérieur de toutes les parties impliquées.
le programme de conservation nécessitait des modifications structurelles de la propriété Morgan, un enclos spécialisé relié à la fois à la maison et à la forêt, des systèmes de surveillance par caméra à des fins de recherche et une documentation vétérinaire régulière. L'université fournirait un financement par le biais de subventions de recherche, tandis que l'officier Thompson superviserait la conformité et les protocoles de sécurité. Un an plus tard, alors que le printemps peignait la forêt des murmures des pins de verres éclatants, Robert Morgan se tenait sur son porche arrière, regardant sa fille lire à voix haute son livre préféré, et à côté d'elle, Rusty était allongé, écoutant attentivement, sa fourrure rousse brillant sous la lumière tachetée du soleil. À la lisière de leur habitat de transition pour renards nouvellement construit, une autre forme rousse se déplaçait prudemment, la renarde mère, mais n'était plus seulement une visiteuse nocturne, mais une présence régulière dans leur arrangement familial non conventionnel. L'année écoulée avait apporté des changements. Personne n'aurait pu prévoir que la découverte de la sous-espèce du renard des Appalaches avait interrompu le projet de développement qui menaçait la forêt, entraînant plutôt un corridor faunique protégé. Earl Peterson, étonnamment, était devenu l'un des bénévoles les plus dévoués du programme, son expertise en matière de chasse étant réaffectée au suivi et à la surveillance de la population de renards, petite mais croissante. Le plus remarquable était le développement continu de Lily. Maintenant âgée de 8 ans, elle parlait régulièrement et avec confiance, en particulier lorsqu'elle expliquait ses renards aux chercheurs et aux camarades de classe en visite lors des programmes éducatifs qu'ils organisaient occasionnellement. Sa connexion spéciale avec Rusty demeurait, mais elle avait élargi son monde pour inclure de nouvelles amitiés à l'école et une relation plus profonde avec son oncle James, qui venait régulièrement lui rendre visite. Rusty lui-même avait établi un modèle unique, passant ses journées avec Lily et ses nuits à explorer la forêt avec sa mère et ses frères et sœurs récemment découverts. Il naviguait entre les sociétés humaines et renardes avec une adaptabilité remarquable, revenant fidèlement chaque matin, comme s'il comprenait le cadeau de sa double existence. L'heure du dîner, Lily appela Robert, souriant pendant que sa fille rassemblait ses livres. Rusty trotta à côté d'elle alors qu'elle s'approchait, le foulard bleu délavé qu'elle avait autrefois offert comme cadeau d'adieu servant maintenant de marqueur distinctif sur son harnais spécial, un symbole du compromis qui avait apporté la guérison aux familles humaines et animales. Alors qu'ils entraient ensemble dans la maison, Robert jeta un coup d'œil en arrière vers la lisière de la forêt, où la renarde mère regardait toujours. Il leva la main en signe de reconnaissance, recevant en retour le regard fixe d'une créature sauvage qui était en quelque sorte devenue membre de leur famille élargie. Des mondes différents connectés par la compréhension et la compassion. Dans la cuisine, Lily bavardait sur sa journée à l'école tout en aidant à mettre la table, des moments ordinaires qui avaient autrefois semblé impossibles. Par la fenêtre, le soleil couchant peignait la forêt d'une lumière dorée, illuminant le chemin entre le sauvage et le domestique, la perte et la découverte, la fin et le commencement. Dans le voyage de Lily et Rusty, nous découvrons que les liens les plus profonds de la vie transcendent souvent nos attentes et remettent en question nos convictions de longue date. Leur histoire nous rappelle qu'à tout âge, nous pouvons encore ouvrir nos cœurs à des relations inattendues qui guérissent nos blessures les plus profondes. Tout comme Earl Peterson a trouvé la sagesse dans ces dernières années en remettant en question ses hypothèses de toute une vie, nous ne sommes jamais trop vieux pour apprendre, pour changer et pour grandir. Les moments les plus difficiles de la vie, comme la perte de sa mère par Lily ou la séparation de Rusty de sa famille, peuvent mener à de beaux nouveaux départs lorsque nous les abordons avec compassion et compréhension. La solution de compromis qui a permis aux familles humaines et animales de guérir ensemble nous montre que même face à des choix impossibles, des solutions créatives existent lorsque nous accordons la priorité à l'amour plutôt qu'à une pensée rigide. Alors que nous naviguons dans nos propres années d'automne, puissions-nous nous souvenir que les liens que nous créons avec les autres, qu'ils soient humains ou animaux, sont ce qui nous soutient véritablement à travers les tempêtes de la vie. Parfois, le plus grand amour est de permettre à ceux qui nous sont chers d'exister librement dans deux mondes, tout comme la plus grande sagesse vient de la reconnaissance que la nature et l'humanité peuvent prospérer ensemble lorsque nous abordons les deux avec respect et un cœur ouvert. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un like et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire. À la prochaine vidéo.